Pourquoi j'ai proposé cette webconférence, c'est que des fois, dans les établissements, on est un petit peu démuni face à un contrôle, on ne sait pas comment s'y préparer, la législation est complexe et on se dit, «Est-ce que je ne vais pas me faire épingler, bêtement pour quelque chose que je ne connais pas?» ou avoir un usage abusif de la réglementation d'un agent un peu trop, zélé. Donc c'est l'objet un petit peu de rappeler les fondamentaux et ce qui pourrait être du domaine, de l'interprétation. Alors peut-être, en introduction, rappelons les établissements qui sont concernés. Évidemment, tous les centres équestres, hein, c'est un établissement ouvert au public dans lequel on va organiser ou proposer ou accueillir l'activité, la pratique de l'équitation. Mais attention, les écuries de propriétaires sont également concernées, ainsi que les loueurs d'équidés, même temporaires, hein, sur les lieux touristiques. Il faut noter, hein, que les hippodromes et sans entraînement n'en font pas partie. Attention aussi, ça concerne les coachs, les enseignements individuels, les intervenants extérieurs. Et à chaque fois, vous devez vous poser la question, qui organise? Est-ce que c'est le centre équestre qui vous invite à faire un stage? Est-ce que c'est vous qui organisez un stage sur le centre équestre? Nous en reparlerons. Alors, on parle des fois d'inspection, de contrôle, de visite technique, hein. Ça dépend un peu de la nature de la personne qui va venir. De toute façon, à l'issue de ce passage, il y aura un compte rendu. Et des fois, il vaut mieux une inspection bien carrée qu'un contrôleur qui fait du zèle ou qui interprète la réglementation. Donc, ne vous fiez pas à cette terminologie-là. Qui va venir? C'est, sauf un cas particulier, c'est toujours un agent d'un service départemental, hein. Donc, si vous avez à contester, ça sera toujours au niveau départemental, au niveau du préfet de département que vous vous adresserez, soit par un des services de l'État, hein, que ce soit en général la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale, où se trouve les services du sport. Dans les petits départements, on trouve des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations. C'est la fusion des deux, cohésion sociale et protection des populations. Et dans les régions, maintenant, vous avez des DRD, JSCS. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? C'est qu'en fait, si vous avez un problème, par exemple, de formation, vous, vous encadrez des BP, vous êtes tuteur d'un BP, c'est la direction régionale qui sera compétente, hein. Pour tout ce qui est contrôle, c'est la direction départementale. Donc, je vous ai dit un cas particulier, hein, c'est le contrôle sanitaire des chevaux par les agents de l'IFCE qui se font plutôt au niveau régional. Un agent devrait avoir une carte professionnelle. Attention, un certain agents de la jeunesse et des sports ne sont pas tous munis de cette carte-là. Demandez-leur une carte d'identité. Quand peut-il venir? En fait, il peut venir pendant toute la période d'ouverture, hein. À partir du moment où vous estimez qu'un propriétaire ou un client peut venir dans votre entreprise, jusqu'à la fin, il peut intervenir sur votre établissement. Et il va travailler sur rendez-vous ou d'une manière inopinée. J'y reviendrai après. Il peut aller partout, dans tout domaine professionnel, y compris votre bureau. Par contre, il ne pourra pas rentrer dans votre hébergement si vous logez sur place, hein. Les domaines de compétences. Donc là, dans ma webconférence, évidemment, je m'adresserai plutôt à la sécurité des pratiquants, donc tout ce qui est en relation avec le code du sport. Qui viendra? Ben, c'est un conseiller sport, pas toujours d'ailleurs quelqu'un qui est proche du milieu équestre, hein, ou un inspecteur jeunesse et des sports, c'est un cas assez rare, hein, il faut vraiment qu'il y ait une plainte, qu'il y ait un accident, chose comme ça. Attention aussi, j'attire votre attention quand vous recevez des mineurs en séjour, hein, donc ils vont être logés sous tente, par exemple, dans votre établissement, ou en activité, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés ailleurs et ils viennent faire des reprises chez vous, ou les séjours sportifs, hein, c'est-à-dire que ce sont vos licenciés que vous accompagnez, que vous emmenez dans des séjours, dans un séjour et ils sont hébergés sur place. Là, c'est aussi un autre cas, on pourrait le voir en dehors. Là, on va se limiter à tout ce qui concerne la pratique sportive. Pour la santé et la préservation des équidés, ben, c'est les anciennes DSV, hein, qui sont au sein des DDPP, protection des populations. C'est un contrôleur, c'est rarement un vétérinaire qui va venir sur place. Pour la conformité des installations, les équipements, tous les problèmes de commercialisation, hein, c'est la répression des fraudes, toujours au niveau de la DDPP. Pour les actions sanitaires des installations, par exemple votre lumière, la protection contre les rongeurs et autres, hein, c'est l'antenne départementale de l'Agence régionale de la santé qui va venir. Et pour la détention des équités, donc c'est un agent de l'IFCE qui viendrait et qui est habilité à cela. Voilà l'ensemble des personnes qui pourraient arriver chez vous. D'une manière générale, hein, c'est plutôt le monde du sport, hein, les conseillers sport qui viendraient, plus rarement ces autres éléments.
Des fois, il peut y avoir des visites avec plusieurs services de l'État. Il faut vraiment, en général, qu'il y ait eu un accident ou une plainte assez grave pour qu'il y ait plusieurs services qui se mobilisent pour venir chez vous. Le cadre. Sachez que le cas le plus courant, on intervient dans le cadre de la police administrative, c'est-à-dire sous les ordres du préfet, et c'est le préfet qui prendra la décision. C'est le plus courant, mais ce n'est pas le moins puissant, puisqu'en effet, un préfet peut fermer un établissement d'une manière très rapide, ou interdire à un personnel de travailler. Donc c'est quand même quelque chose de très très puissant que vous allez pouvoir contester dans le cas de la police administrative, par exemple en faisant un référé ou un contentieux que je vous expliquerai plus tard. Le cas plus rare, c'est la police judiciaire. À ce moment-là, c'est sous les ordres du procureur. On ne se déplace pas sans une demande du procureur. Alors, petite nuance, dans un cas d'un accident, il peut y avoir une double enquête. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'un côté les gendarmes ou la police qui va venir, dans le cas de la police judiciaire, et de l'autre côté, on peut avoir un agent, par exemple représentant les services de la jeunesse et des sports, qui viendrait dans le cadre d'une enquête administrative. Les deux enquêtes seraient menées en parallèle. La jeunesse et sport intervient rarement en police judiciaire. Ça serait simplement le cas dans le cas de l'ouverture d'un établissement qui est interdit, donc un établissement qui était fermé, qui rouvre sans autorisation, l'emploi d'une personne interdite, défaut d'assurance. Donc c'est vraiment rare qu'on soit dans ce cas-là. C'est généralement dans le cas de la police administrative. Attention, il peut venir sur rendez-vous, pas de problème, vous êtes au courant, de manière inopinée, c'est quand même un cas fréquent. Et pour cela, vous devez anticiper, c'est-à-dire vous organiser pour maintenir la sécurité des pratiquants. La personne va arriver, le contrat va arriver, vous êtes en reprise, à vous d'organiser, c'est toujours, ça va donner une bonne image. Qui va s'occuper de la reprise? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous allez la déléguer? Est-ce que vous allez faire rentrer vos clients qui ont payé leur leçon, donc le contrôleur, s'il vient de manière inopinée, il doit s'adapter au contexte actuellement et donc pas tout arrêter sous prétexte qu'il débarque. Vous pouvez aussi très bien désigner quelqu'un qui va accompagner le contrôleur le temps que vous terminiez votre reprise, par exemple. Et pour ça, il faut donc former vos personnels à ce type de contact. Comment ils vont promener la personne et comment ils vont lui répondre. Si vous êtes absent, pensez à les informer. Où est-ce que vous êtes? Comment vous pouvez être joint? Donc, c'est aussi des choses qu'on peut anticiper. Et toujours un comportement professionnel. Vous êtes sûr de vous, vous avez un diplôme, vous avez une expérience. Sachez vous conduire vraiment en professionnel, prêt à répondre en argumentant aux choses qui pourraient vous être notifiées. Les références. À chaque fois que vous allez recevoir un compte-rendu de visite, il doit toujours y avoir une référence à un article. Si ce n'est pas le cas, ce sont des recommandations, et donc on pourra en discuter. À partir du moment où vous avez une référence, et dans toute ma présentation, j'ai mis les références en face, de manière à ce que vous les retrouviez. C'est très important. Donc le code du sport, il a une annexe, c'est l'ensemble des diplômes. C'est important parce que dans ces diplômes, il y a les prérogatives, je vous les montrerai après. Et enfin, il y a le RNCP, c'est Répertoire national des certifications professionnelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un diplôme pour être employé comme salarié, ça doit se trouver dans ce répertoire. Bon, c'est assez facile dans le monde de l'équitation, puisque vous le trouvez dans l'annexe 2.1. Sachez qu'en 2017, un certain nombre d'articles qui étaient dans le Code du sport, qui concernaient plutôt la cavalerie, a disparu de ce Code du sport et devrait se retrouver dans un article du ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Certains apparaissent dans l'arrêté du 5 mai 2007 et d'autres ont disparu. Et il y a un vrai vide juridique. À chaque fois dans ma présentation, je citerai l'ancien article en mettant abrogé, parce que certains vont peut-être y faire référence. Sachez qu'il est abrogé, donc il ne s'applique plus, mais que, je suis désolé, mais qu'il pourrait être évoqué dans le cadre d'un contrôle, parce que ça reste des usages tout à fait intéressants. Vous avez le règlement sanitaire départemental qui pourrait être argumenté par l'antenne de l'ARS, par exemple sur les fumières, sur l'éloignement de votre centre équestre vis-à-vis d'autres habitations, etc. Un dernier point sur les normes. À partir d'une norme est citée dans un article du Code du sport, par exemple, elle va y faire référence et elle est d'application obligatoire. Par exemple, la norme des casques, N384. Si ce n'est pas le cas, en fait, c'est qu'un label, c'est qu'une charte, mais ce n'est pas encore une norme d'application obligatoire. Quelques notions, voici un peu mon point. L'enseignement. Je vous ai remis le texte bien en clair et vous verrez qu'il est très large. Donc on parle bien de contre-rémunération, donc on enlève tous les bénévoles.
Enseigner, animer ou encadrer, donc on voit qu'il n'y a pas que l'acte d'enseignement, il y a aussi de l'animation et l'encadrement. On parle d'entraînement, on parle d'activités physiques et sportives, donc ce n'est pas que des activités compétitives. Et puis le fait que ça soit permanent ou une activité secondaire. Vous voyez, ce champ est très large et à partir du moment où vous enseignez dans ce cadre-là contre rémunération, vous êtes obligé d'avoir un diplôme. Deux cas. Vous êtes une association ou une entreprise. D'abord, le cas commun. Votre établissement utilise à ce moment-là des éducateurs qui sont salariés. Je vous rappelle que la convention collective est obligatoire, qu'il y a une convention collective du sport, mais une convention collective des établissements équestres. Dans le cas de cette convention collective, le contrat de travail est obligatoire. Ce n'est pas le cas de toutes les conventions collectives, donc il faut le savoir. Ça veut dire aussi que si vous employez quelqu'un à temps partiel, s'il n'y a pas de contrat de travail, c'est obligatoirement retransformé en plein temps. Donc il faut le savoir. Il doit disposer d'un diplôme d'État ou un CQP, donc tous les diplômes qui sont à ce fameux RNCP dont on parlait précédemment. Et qui manque régulièrement dans beaucoup d'établissements équestres, c'est la carte professionnelle. Il y a des oublis réguliers, donc je reviendrai. Et dans cette carte professionnelle, il y a vos prérogatives, donc ce que vous avez le droit de faire ou ce que vous n'avez pas le droit de faire par rapport à votre niveau. Seules les associations peuvent avoir des éducateurs bénévoles, avec par exemple des brevets fédéraux. Attention, cette réglementation concerne, comme je vous l'ai dit, les enseignants en entreprise individuelle, les coachs, les préparateurs physiques, les intervenants sportifs. Et un préparateur physique qui interviendrait hors champ de l'utilisation devrait aussi avoir un diplôme de son champ, un APT par exemple, activité physique pour tous. Je vous rappelle, attention au stage que vous organisez dans votre établissement équestre. Si vous l'organisez vous-même et vous faites venir un intervenant, c'est vous qui êtes responsable de vérifier qu'il a une carte professionnelle. Si c'est lui qui organise et qui loue vos installations, c'est à lui d'avoir une carte professionnelle. Et ça concerne aussi, par hasard, mes collègues écuyers et cadres noirs quand ils interviennent chez vous. Par contre, ça ne concerne pas les bénévoles, les parents bien sûr, mais les membres du bureau, à partir du moment où ils interviennent de manière complètement bénévole, ils n'ont pas besoin de ça. La carte professionnelle. La carte professionnelle, quand vous la demandez, on va vérifier que le diplôme que vous avez, ce n'est pas un faux. Donc, il y a une base de données. Donc, pour le public, puisqu'en fait, cette carte professionnelle est exposée, s'il la voit, c'est qu'il sait que la personne qui est en face de lui ou qui va l'enseigner, elle a vraiment un diplôme qui est reconnu par l'État. Et les prérogatives. D'ailleurs, vous voyez que dans l'ancien, ça c'est l'ancienne carte, et les prérogatives étaient en clair. Dans la nouvelle carte, il faut scanner ce code ou aller sur le lien qui est fixé au-dessus. Qu'est-ce que l'honorabilité? En fait, on vérifie que vous ne faites pas partie, vous n'avez pas une mesure d'interdiction. C'est-à-dire que vous n'avez pas été condamné. Condamné, attention, la condamnation, c'est la peine de prison, mais c'est aussi le sursis. Vous allez me dire, non, je n'ai pas été condamné. Attention, ce n'est pas toutes les infractions, mais il y en a quand même beaucoup. Par exemple, l'usage et la vente de produits stupéfiants en fait partie. J'ai connu quelqu'un qui, pour un délit de fuite, pour avoir conduit en voiture avec un taux d'alcoolémie. Toutes ces infractions-là peuvent conduire à des mesures d'interdiction automatiques. La deuxième chose pour laquelle on peut être interdit, c'est que si j'ai mis en danger des personnes, ou on estime que je les mets en danger, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'accident, le préfet peut peut faire appliquer une mesure d'interdiction, prendre un arrêté d'interdiction, qui peut être d'ailleurs définitif ou sur un certain nombre d'années. Et enfin, il y a le FIJAS, c'est le fichier des infractions sexuelles, où là, les gens qui ont été condamnés, mais ceux aussi pour lesquels il y a une procédure en cours, sont sur ce fichier-là. Donc, l'honorabilité, on vérifie l'ensemble de ces éléments-là. Et si vous avez une carte professionnelle, ça veut dire qu'au moment de la délivrance de cette carte-là, vous ne rentriez pas dans ces mesures-là. Enfin, cette carte, vous devez montrer un certificat médical qui vous autorise à la pratique et à l'encadrement de l'activité sportive. Elle est valable 5 ans. Là aussi, on se laisse vite aller et s'il n'y a pas un rappel, on oublie de la faire renouveler. Elle est affichée. Attention aux stagiaires, et je lis en formation rémunérée, donc les stagiaires qui sont en formation rémunérée doivent aussi avoir une carte, alors ce n'est pas tout à fait une carte professionnelle, mais c'est le même principe. Comment j'obtiens ma carte professionnelle? En allant sur le site qui est en bas à droite là, de la diapositive, ou en allant à sa DDJS de son département. Elle est valable sur l'ensemble du territoire. Donc vous la demandez dans votre département, mais elle est valable sur l'ensemble du territoire.
Alors, ici, quelques exemples de prérogatives. Eh bien, par exemple, un BP équitation, vous voyez, qui peut enseigner que jusqu'au premier niveau de compétition. Le premier niveau n'est pas défini, mais on pourrait penser que c'est le niveau club, par exemple, hein, et qu'au-dessus, bah, théoriquement, ce n'est pas de son ressort, c'est plutôt un DE de le faire. À titre de comparaison, hein, le BE1 n'avait pas cette limite, même si c'est un diplôme qui est équivalent. Regardez l'accompagnement de randonnée, l'accompagnateur de randonnée équestre, là, en BAPAT, eh bien, il est limité, vous voyez, à en randonnée 15 poneys maximum ou 8 en itinérance. Vous avez le CQP, hein, c'est bien marqué sous le contrôle d'un titulaire du BPGEPS. Hein, donc, le contrôle, ça veut dire que le BPGEPS, il est présent, hein, c'est pas vraiment à distance. Hein. Vous voyez un certain nombre de prérogatives qui sont définies, et s'il y avait un accident, c'est ce qui serait vérifié en première intention. Est-ce que j'ai mon diplôme? Est-ce que je suis dans mes prérogatives? Les autres points de contrôle. Alors pour cela, on va suivre la visite d'un contrôleur hein, sur un établissement équestre. Alors je ne vous ai pas mis de photo parce que mon texte est déjà assez rempli, je ne pouvais pas passer trop de temps à vous essayer d'expliquer photo par photo, c'est sûrement dommage. Votre contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là où le public vient, il va voir si les affichages obligatoires sont présents. Qu'est-ce qu'on doit trouver? L'attestation d'assurance en responsabilité civile. Je vous rappelle qu'elle concerne vos salariés, vous-même, et puis vos clients. Et nous, ce qu'on attend, c'est qu'elle soit présente et conforme au code du sport. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'alinéas qu'on souhaite, c'est que cette petite phrase-là soit marquée par l'assureur, hein, comme ça. Ça veut dire que comment dire, le fait que vous ayez payé, l'attestation de paiement ne nous suffit pas. Il faut vraiment l'attestation d'assurance en responsabilité, en clair. Hein, ce n'est pas le paiement qui nous intéresse. Les diplômes de jeunesse et sport doivent être affichés, les copies bien sûr. Hein. Ça veut dire les diplômes, les cartes professionnelles, les attestations de stagiaires rémunérés quand ils sont présents. Ensuite, il y a un petit paragraphe qui s'appelle le texte fixant les conditions générales garantissant l'hygiène et la sécurité ainsi que les normes techniques. Eh bien, c'est votre règlement intérieur que vous devez afficher. Par exemple, le port de la bombe pour les adultes, ça veut dire l'interdiction de fumer. Toutes ces choses-là doivent apparaître dans votre règlement intérieur qui doit être affiché. Enfin, vous pouvez le trouver de temps en temps, mais en fait, c'est abrogé depuis 2015. Il y a le récépissé de déclaration d'accident, en fait, d'établissement. Quand un établissement était ouvert, il y avait une demande qui était une déclaration. Maintenant, ça n'existe plus, mais des fois, on la trouve encore affichée. Donc, c'est pour ça, ne vous étonnez pas. On doit y trouver les numéros d'urgence, c'est les pompiers, hein, le médecin, etc. Et puis, ça serait demandé par répression des fraudes, hein, c'est les tarifs, par exemple, que vous appliquez, des choses comme ça. Mais pour nous, jeunesse et sport, c'est ces items-là, l'attestation, les diplômes et cartes professionnelles, les numéros d'urgence qui sont demandés, et règlement intérieur. Pardon. La deuxième chose, c'est la question qui va être posée à la personne qui va accompagner le contrôleur, c'est comment vous faites pour alerter les secours? Alors maintenant, on n'a plus besoin d'un téléphone fixe comme c'était auparavant. Donc les téléphones portables doivent l'être, mais attention, hein, votre propriétaire, quand il vient en dehors des heures habituelles, est-ce qu'il a réellement un portable? Est-ce qu'il doit être à deux? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez préciser dans votre règlement intérieur en disant, ben, un mineur, par exemple, qui monterait le soir, doit obligatoirement être accompagné. Euh, c'est votre choix. Hein. La trousse de secours, donc où est-ce qu'elle se trouve? Je rappelle que la trousse de secours humaine doit être séparée des chevaux. Comment vous allez alerter les secours? En fait, vous devez prévoir comment vous organisez cela. C'est-à-dire, j'ai un accident dans une reprise, je suis l'enseignant qui agit. Est-ce que c'est moi qui continue avec la reprise? Qui s'occupe de la victime? Est-ce que c'est moi dans ces cas-là à qui je confie le retour des chevaux à l'écurie? Qui va alerter les secours? Qui va alerter le responsable de la structure si je ne suis pas présent, etc., etc. Pour vous-même, hein, responsable par exemple d'établissement, qui alerte les parents. Et enfin, n'oubliez pas, alors ce n'est pas très urgent, hein, c'est à faire en 48 heures, mais vous devez déclarer un accident à la DDCS de votre département. Hein. Il y a un formulaire qui existe, hein, et donc tout accident, alors ce n'est pas toutes les chutes. Alors qu'est-ce que c'est un accident grave? Hein? C'est un accident qui a conduit à l'hôpital, c'est évidemment un décès malheureux, hein, mais ces accidents où c'est conduit à l'hôpital, faites plutôt une déclaration, comme ça, s'il y avait des suites à cet accident, eh bien, vous seriez couvert parce que vous l'avez déclaré. Dans cette fiche-là, en fait, il y a les modalités de l'accident et puis des informations sur les témoins. Dans le cas des mesures générales de sécurité, on va peut-être vérifier les extincteurs, hein, surtout s'ils sont contrôlés. Je vous ai mis une norme, là, c'est un pour 250 mètres carrés, mais c'est vraiment
En fait, ça c'est typiquement du ressort des pompiers, hein, qui, lors de leur visite, vont imposer X extincteurs. Par contre, on peut quand même vérifier s'ils sont à jour. La voie d'accès pompier, évidemment, c'est malheureux quand il y a une voiture qui est sur cette voie d'accès ou si elle n'est pas libre. Toutes les installations doivent être accessibles. Hein. Si votre terrain de cross, est-ce qu'on peut y aller, hein? L'hébergement, je vous ai mis dans les pièces liées à cette webconférence l'hébergement, parce que quand vous avez un hébergement qui est près du fourrage, il y a des distances à respecter, il y a des règles qui sont fixées. Et puis les consignes. L'état du matériel, hein, donc le contrôleur va vérifier parce que c'est un acte de sécurité. Si votre matériel n'est pas en bon état, eh bien le cuir, par exemple les étrières, peuvent se casser. Hein, donc il va vérifier comment entretenir le cuir, hein, comment il est entretenu par la sellerie. Il n'y a pas de source de blessure, hein, donc un matériel en mauvais état peut blesser le client. Voilà, je vous rappelle que les bombes et les casques doivent être à la norme. Petite nuance importante, maintenant, à partir du moment où vous prêtez une bombe, vous devez avoir un registre dans lequel vous listez ces bombes, ça veut dire qu'elles sont numérotées, enfin ces bombes, ces casques plutôt, dans lesquelles elles sont numérotées et les dates auxquelles vous avez contrôlé. Hein. Donc ça, c'est une norme du Code du travail, mais c'est cité par le Code du sport, donc vous voulez l'appliquer. Je vous rappelle que maintenant, c'est obligatoire pour tous les mineurs, sauf en voltige en travail à pied. Pour les adultes, c'est vous qui faites le choix de le mettre dans votre règlement intérieur ou pas. La sécurité d'installation, hein, l'accès, la voie routière, la sortie des cavaliers, la sécurisation. Est-ce que les zones dangereuses sont signalées? C'est-à-dire là où je range mes tracteurs, la zone à fumer si elle est en contrebas, hein, toutes ces choses-là. L'armoire à pharmacie, est-ce qu'elle est accessible ou pas accessible aux mineurs, par exemple? Les locaux, vos écuries, votre manège, est-ce que le sol n'est pas trop dur pour les chutes, pour parer les chutes? Est-ce que le pare-botte est en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas de trou dans le pare-botte? Est-ce qu'il est continu? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de se coincer si je tombe? Est-ce que la porte est en bon état? Est-ce que le cheval ne risque pas de sortir du manège si elle ne le ferme pas convenablement? Est-ce que tout est rangé, hein? Quand on arrive dans un manège et qu'on voit des barres partout en vrac, évidemment, ça donne une mauvaise idée de l'arrangement. Et donc, quelqu'un qui va marcher ou un cheval peut trébucher. Hein, donc, c'est des choses qu'on va surveiller. Les installations extérieures, si votre carrière est entourée, pas entourée, et ça dépend de vos niveaux du cavalier. Vous pouvez très bien argumenter en disant qu'il n'y a pas de lisse ou que la lisse est toute petite parce que c'est une carte de dressage sur laquelle ils vont que des cavaliers très confirmés. Hein. Donc, c'est valable aussi pour la carrière. On va regarder aussi la sol, la bordure. Hein. Je vous rappelle que les bordures, techniquement, c'est en bois. C'est rond de préférence. Hein. Il y a des hauteurs recommandées. Ça reste des recommandations. Alors, je vais passer très vite hein, parce que déjà, ma intervention est assez longue. Hein. Sachez que donc, il y a un certain nombre de choses qui ont disparu, mais qui sont restées dans le code du sport quand elles peuvent influencer sur la sécurité des pratiquants. Alors, dimension des stages, je ne vous en parle pas. Vous pourrez relire rapidement là-dessus. Hein. Vous voyez qu'il y a des normes. Hein. Maintenant, si vous allez construire un box, pensez qu'il y a des futures normes. Donc, anticipez là-dessus pour ne pas construire un box qui soit trop petit et qui vous soit interdit à un certain délai. Je rappelle hein, que dans les paddocks, il y a un abri hein, pour les chevaux qui sont d'une manière permanente. Hein. Un abri, mangeoire, pas de barbelé. Il y a des nombres de chevaux. Hein. L'abreuvement interne. Donc, là, c'est une référence au code du sport, le travail du cheval, mesuré auquel il est apte et préparé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire, par exemple, que les centres équestres, qui lundi matin, mettent tous leurs chevaux en liberté pour qu'ils soient, qu'ils soient dégourdis, qu'ils aient lâché un peu leur énergie avant d'être montés. Hein. Donc ça, c'est des mesures. Vous avez les centres équestres qui notent toutes les chutes. Hein. Ça permet de se dire, quand vous devez argumenter en disant pourquoi vous avez donné ce cheval-là à ce client qui est tombé, qui s'est cassé, eh bien, vous pouvez argumenter en disant mais non, moi depuis un an, ce cheval n'a jamais mis quelqu'un par terre, donc je considère que c'était un cheval qui est tout à fait apte à ce niveau de cavalier. Bon, il y a des recommandations hein, qui sont vraiment des recommandations d'homme de cheval, hein, donc je ne vais pas passer dessus. En plus, ça ne fait pas partie du code du sport. Il y a simplement, vous voyez, en bonne santé, apte et préparé à l'exercice. Hein. C'était les éléments que je vous donnais tout à l'heure. Vous voyez, fonction des conditions météorologiques. Hein. On pourrait vous reprocher d'avoir fait une promenade alors qu'il y avait beaucoup de vent, qu'il y avait de l'orage, des choses comme ça, qui ont agacé les chevaux et qui les ont mis dans une condition où ils étaient difficilement maîtrisables. Donc ça, c'est quelque chose que vous auriez dû anticiper. Et donc la petite remarque sur le niveau des pratiquants et des équidés qui doivent être en adéquation. C'est en général quand il y a un accident, c'est ce qu'on regarde. Hein, et pour lequel il va falloir que vous argumentiez. Et là, comme c'est subjectif, c'est toujours un petit peu compliqué.
Bon, je passe aussi sur les mesures sanitaires, hein, donc l'ARS pourrait passer, hein, vous renseigner. Regardez la pharmacie vétérinaire, hein, il y a un vétérinaire qui doit être noté, hein, vous devez séparer les chevaux nouvellement arrivés, c'était quelque chose qui est marqué. Les aiguilles, qui sont à usage unique, mais maintenant c'est ce qui est couramment pratiqué, hein. Les documents d'accompagnement, alors c'est pas, quelqu'un de la des sports qui va vous vous les demander, hein, ça va plutôt quelqu'un de la DSV ou de l'IFCE. Les documents d'accompagnement, c'est toujours embêtant quand on dit qu'ils sont chez moi et chez moi c'est à 20 kilomètres, hein, donc ça doit être sur le site. Le stockage d'aliments, hein, qui doit être dans les armoires protégées des rongeurs pour la bonne conservation. Voilà, des infections des écuries. Donc un certain nombre de choses que vous devez faire, mais qui font partie des bonnes habitudes, hein, donc j'allais dire, il n'y a pas besoin de réglementation pour ça, à condition de le faire. Je vous rappelle qu'il y a le registre d'élevage, hein, c'est les agents de l'IFCE qui sont en charge, hein. Le registre d'élevage, alors semblant, rature, lisible et indélébile, hein, la conservation, hein, 3 ans, hein, donc vous devez garder des traces informatiques, hein, ou des traces papier, et à chaque entrée, hein, donc théoriquement, on devrait le faire le jour même, la sortie le jour même, le décès le jour même. Je laisse les agents contrôleurs faire une webconférence qui soit complètement dédiée à ce travail-là. Je vous rappelle 2 autres domaines, hein, je vous en ai parlé au début, hein, les accueils de mineurs, donc ça c'est d'autres contrôleurs plutôt orientés jeunesse qui viendraient. Je pourrais faire une webconférence pour ceux qui seraient intéressés quand j'accueille des mineurs chez moi. Et les organismes de formation, je vous rappelle, hein, que c'est quand vous avez un BP, un stagiaire BP ou un stagiaire DE ou vous êtes tuteur, hein, c'est la région, hein, par contre, qui s'occupe de ce genre de contrôle. Après le contrôle, eh bien, tout s'est bien passé, vous avez soit une lettre de recommandation avec quelques éléments ou pas d'éléments vous disant, ben non, vous étiez parfaitement en conformité. Si c'est une recommandation, vous mettez en pratique ou vous dites, ben non, moi j'estime que ma liste est telle hauteur parce que le niveau des cavaliers que j'ai et mon expérience prouve. Attention par contre, s'il y avait un accident, on pourrait éventuellement, le juge pourrait dire, mais tiens, vous aviez relu une lettre de recommandation et vous n'avez pas tenu compte pour qui, pourquoi, etc. Si vous avez une demande de mise en conformité, en général, elle arrive avec un accusé de réception, hein, il y a une date limite, une annonce de l'action qui vous est demandée, il y a toujours une notification, un texte réglementaire, hein. Ça, c'est vraiment très important et vous devez l'exiger, de manière à ce que vous sachiez ce qu'on et sur quoi on s'appuie. Il peut y avoir des fois des agents qui ont une lecture un peu personnelle, hein, des textes. Donc, hein, c'est le texte, rien que le texte. Voilà, si vraiment c'est très grave, il y aurait une fermeture administrative de votre établissement avec un arrêté préfectoral qui serait pris tout de suite, et qui pourrait être ensuite, qui passerait devant une commission. Vous pouvez faire un recours gracieux devant la personne qui a pris la décision, ou donc le préfet, hein, ou le service de l'État qui a pris la décision, et vous pouvez le contester devant le tribunal administratif, par exemple faire un référé, en disant mais non, non, en fait, moi la mesure est concernée un de mes salariés qui était coupable de faits tout à fait répréhensibles, mais mon établissement équestre n'est pas du tout, c'est pas de sa faute si mon salarié a fait des bêtises. Donc dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait, par exemple, contester une mesure de fermeture qui serait abusive. Voilà. Après cette webconférence, qui n'est pas très rigolote, hein, je veux bien l'entendre, hein, c'est toujours pour vous dire, dédramatisons le contrôle, préparons-nous à l'avance. Il y a des tas de choses qu'on fait naturellement. Il y a un tableau d'affichage à mettre à jour, c'est pas très dur, hein. Donc c'est du bon sens professionnel, surtout si vous avez vraiment la sécurité de vos pratiquants, si vous pensez à vos personnels et si vous êtes un homme de cheval. Je vous remercie.